Transhumanisme, voilà bien un mot qui fait naître dans nos esprits quantité d'images, de fantasmes, d'espoir, mais aussi de craintes. Mais avant de savoir si le transhumanisme est bien ou mal, si tant est qu'il soit possible d'apporter une réponse unique à cette question, peut-être est-il préférable de savoir si le XXIe siècle a véritablement vocation à être le siècle du transhumanisme. Le transhumanisme est-il donc bel et bien le futur de l'humanité ? Avant toute chose, comme toujours, il est très important de donner une définition du transhumanisme résolument courte, résolument simple et résolument répandue chez n'importe quel amateur de transhumanisme qui se respecte. Le transhumanisme est une idéologie qui prône l'utilisation des sciences pour augmenter les facultés physiques et intellectuelles de l'homme. Une fois cette augmentation faite, on parlera alors volontiers d'homme augmenté. À mesure que nous devenons de plus en plus stupides, la nécessité d'augmenter notre intelligence apparaît de plus en plus grande. Selon les prophètes transhumanistes, la convergence des technologies NBIC devrait permettre une fantastique progression de l'espérance de vie. NBIC, derrière cet acronyme un peu barbare se cachent en réalité plusieurs disciplines scientifiques. Les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et la cognitique. Vous voulez peut-être savoir ce à quoi ont trait toutes ces disciplines, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien... je ne sais pas. Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'a priori, la convergence de toutes ces disciplines scientifiques devrait permettre de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement du corps humain et également le fonctionnement du cerveau. Les espoirs que font naître ces technologies sont immenses. Et dites-vous qu'il sera peut-être possible un jour, pas avant très longtemps certes, de comprendre entièrement le fonctionnement du cerveau d'une femme. Oui, ça paraît incroyable dit comme ça. Hein. Je sais, ça fait un peu science-fiction. Oui, c'est vrai. Ça va, je rigole. Et dites-vous peut-être même qu'un jour il sera possible, par le biais, je ne sais pas moi, d'une puce implantée dans leur cerveau, de donner aux femmes le sens de l'humour. Oui bon, là pour le coup on est carrément dans la science-fiction. Ah, c'est carrément la science-fiction. Ah oui. Mais plutôt que de spéculer indéfiniment sur ce que pourra ou ne pourra pas nous apporter le transhumanisme, j'ai choisi de vous présenter quelques avancées notables. Des avancées qui pourraient nous laisser penser qu'il est raisonnable d'entretenir quelques espoirs quant à l'avenir de notre humanité souffrante. Bon, je sais, c'est pas la première fois qu'on nous dit ça. On nous fait le coup à chaque début de siècle. Mes chers enfants, nous sommes entrés dans un siècle fabuleux, où les miracles, ceux nés de la science, seront quotidiens et apporteront de la joie aux plus pauvres, aux plus humbles. Parmi les plus grandes avancées de la science de ces dernières années figure le premier séquençage complet de l'ADN du génome humain. Une avancée qui à coup sûr va bouleverser le futur de la médecine et de l'humanité tout entière, et c'est précisément la raison pour laquelle personne n'en parle. Le projet génome humain, ça ne vous dit probablement rien. Dit comme ça, on dirait un projet tout droit sorti de l'imagination des scénaristes de X-Files impliquant la zone 51 et les reptiliens supposés gouverner notre planète. Supposés gouverner notre planète ? Mais c'est pas possible d'entendre ça, hein. Il y a tellement de preuves qu'ils sont là, parmi nous. Oui, mais chut, parle pas trop fort, sinon ils vont venir te voir la nuit. Et après, ils vont te mettre une sonde dans le... Ah oui, une sonde dans le... Ah, c'est pas très amical. Hein. Alors, remarque après, peut-être que s'ils demandaient, hein, il y aurait des volontaires, hein. Qui sait. Ce projet, débuté en 1990, s'est achevé en 2003. Comme je vous l'ai dit, le but était de séquencer complètement l'ADN du génome humain. C'est un exploit dont beaucoup de scientifiques pourtant spécialistes du domaine disaient, quelques années avant qu'il soit effectué, qu'il était impossible. Il est vrai que le projet était pharaonique et a nécessité la coopération de plusieurs milliers de scientifiques à travers le monde. Mais il n'empêche qu'il a été mené à bien. Craig Venter avait alors cherché à concurrencer le consortium international public et s'était lui aussi lancé dans ce que nous allons appeler la course au séquençage, notamment par le biais de sa compagnie appelée Celera Genomics. Craig Venter, c'est lui là, à droite, un visionnaire, un homme vraiment à prendre très au sérieux. Du moins autant que peut l'être quelqu'un qui porte une veste de ce genre. Et aujourd'hui, ce qui avait autrefois pris plus de 10 ans et nécessité des moyens humains et financiers considérables, s'effectue en quelques heures voire moins, et n'implique plus que quelques individus chargés entre autres de faire fonctionner les machines destinées à vous séquencer. Toutefois, il ne suffit pas de connaître la séquence de nos chromosomes pour nous connaître parfaitement, car il faut aussi tenir compte des interactions qui se produisent entre notre environnement et nos prédispositions génétiques. Qui n'a jamais entendu parler de l'oncle Albert qui a carburé toute sa vie au Ricard et qui pourtant n'a jamais eu besoin d'un autre foie que le sien, ou encore de l'oncle Jules qui a fumé toute sa vie durant et qui pourtant
n'a jamais eu la moindre trace de cancer. Dans les années à venir, un nombre croissant d'individus seront séquencés, et ce procédé deviendra de plus en plus banal. Mais ce n'est pas tout de disposer d'énormes quantités d'informations, encore faut-il les traiter, les faire interagir entre elles, et pour ça, quoi de mieux qu'un ordinateur possédant des capacités de calcul tout bonnement incroyables. Cet ordinateur, c'est l'ordinateur quantique, inventé par la société canadienne D-Wave et dont Google, la NASA ou encore la société Lockheed Martin ont fait l'acquisition. L'ordinateur dispose d'une capacité de calcul phénoménale. On dit de lui qu'il est capable de faire en 1 seconde ce qui prendrait 10 000 ans à un ordinateur conventionnel. L'ordinateur quantique repose ainsi sur des principes bien différents de ceux des ordinateurs classiques dont l'augmentation en puissance commence à connaître quelques ralentissements. Souvenez-vous-en, l'année 2016 a aussi marqué la fin de la loi de Moore. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les incidences que vont avoir cette prodigieuse capacité de calcul sur la santé. De quelle manière l'ordinateur quantique peut-il être utilisé dans le domaine de la médecine ? L'ordinateur quantique devrait ainsi permettre d'analyser l'information génétique beaucoup plus facilement qu'avec un ordinateur conventionnel. L'ordinateur quantique devrait aussi permettre d'améliorer les radiothérapies et de mieux comprendre la structure des protéines. Et les protéines, c'est vachement important. Et c'est pas Thibaut Inchep qui dirait le contraire. Les petites protéines. En novembre dernier, un consortium scientifique international dirigé par un scientifique français est parvenu à faire la démonstration qu'il était possible de faire marcher de nouveau des macaques rendus partiellement hémiplégiques. Les macaques en question étaient équipés de 2 implants, l'un dans le cerveau, l'autre greffé sur la moelle épinière. Les implants étaient connectés entre eux par Wi-Fi et ont permis aux singes, lorsqu'ils ont été mis en marche, de remarcher. Peut-être pas certes avec l'aisance et la grâce naturelle des macaques, mais quand même il y a bel et bien eu une fantastique récupération motrice. Bien sûr, le consortium en question ne s'est pas appuyé sur rien, puisqu'il existait déjà un certain nombre d'études portant sur des rats. Mais des voix se sont élevées pour souligner les limites de cet exploit. Ainsi, Binay Zheng de l'université de Californie à San Diego a-t-il rappelé que les macaques en question n'avaient que l'une de leurs pattes paralysée et pouvaient donc en claudiquant compenser un peu ce handicap. La question était donc de savoir ce qui allait se passer en cas d'atteinte des 2 membres inférieurs et pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse. Mais évidemment, comme vous vous en doutez, quantité d'études sont menées aussi bien sur des humains que sur des animaux. Cet exemple des 2 macaques est éloquent surtout en ce qu'il montre la coopération entre les différentes disciplines scientifiques qui ont rendu possible cet exploit. Informatique, cognitique, chirurgie de la moelle épinière, chirurgie du cerveau, toutes ces disciplines ont dû ici collaborer entre elles. J'aurais bien sûr pu vous donner quantité d'autres exemples. J'aurais ainsi pu vous parler des robots chirurgicaux, dont s'équipent de plus en plus d'hôpitaux, ou encore de la construction de tissus humains par le biais d'imprimantes 3D qui devraient permettre pour la première fois de régénérer le cartilage et dont les Français sont ici les pionniers. Et c'est justement ça, la convergence NBIC. C'est le pari de dire que le progrès de ces disciplines et surtout leur coopération devrait permettre de réaliser des choses qu'on ne pensait pas pouvoir survenir aussi vite. Peut-être qu'un jour il sera même possible d'aller sur la Lune grâce à ça. T'imagines un peu ? Je vous rappellerai ainsi cette phrase du très respecté ingénieur Lee de Forest, qui disait la chose suivante. Envoyer un homme dans l'espace dans une fusée, puis placer cette fusée en orbite autour de la Lune ? Je puis vous dire dès aujourd'hui qu'un tel exploit ne se réalisera jamais, quelles que soient les futures avancées technologiques. 4 ans plus tard, le soviétique Gagarin flottait dans l'espace et 8 ans plus tard, l'américain Armstrong marchait sur la Lune. Et figurez-vous que le jeune homme que vous pouvez voir là, équipé d'une prothèse, avait été opéré maintes et maintes fois de sa main biologique, après un accident. Malheureusement, devant l'échec de ses chirurgies, il a choisi de se faire amputer de sa main, qui n'était plus qu'un poids mort, pour la remplacer par cette prothèse capable de faire des choses que sa main accidentée ne pouvait plus faire. On en est déjà au stade où une machine peut donc s'avérer notablement plus performante qu'un membre endommagé. Peut-être donc qu'un jour la médecine ne se contentera donc plus de réparer, mais d'augmenter. Mais pas uniquement ce que vous croyez. Ça va, on a tous pensé. Oui, au niveau des oreilles, voilà, c'est ça. Oui, augmenter les oreilles. Ouais. C'en est donc fini. Des maladies, des infirmités, des difformités. Une fois que l'homme aura été augmenté, il ne pourra plus jamais être diminué. Car le transhumanisme, c'est aussi une utopie. Pour certains, une dystopie. Mais là n'est pas la question à laquelle j'ai essayé de répondre à travers cette vidéo. Ici, j'ai simplement cherché à vous montrer que ce qu'on pensait très lointain est en réalité certainement assez proche. Loin de moi l'idée de vous faire adopter un regard béat d'admiration en direction du futur.
Non. L'idée ici est simplement de vous montrer qu'il est aussi possible de nourrir quelques espoirs vis-à-vis de celui-ci, plutôt que les sempiternelles craintes qu'on ne cesse d'entendre à longueur de journée. Personnellement, je crois vraiment qu'on peut être optimiste. Oui.